Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et de la société numérique. Vous nous regardez, on est en direct sur la chaîne Bismart le matin à 11h. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec la question du choix. Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui quand on cherche, par exemple, une solution de messagerie complète, professionnelle, qu'on peut utiliser en entreprise avec ses collaborateurs? Est-ce qu'on a le choix au-delà de ce que proposent les GAFAM? Eh bien, mon premier invité va nous dire que oui, il s'appelle Pierre Baudraco, il est président fondateur de Bluemind. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler du vote électronique qui est en train de devenir la règle pour les élections professionnelles. On verra ce qu'il en est de la sécurité, de la fiabilité du scrutin, mais aussi quel est l'impact sur la participation. Les réponses ne sont pas si évidentes que l'on croit. Et puis on retrouvera notre rendez-vous, le Launchpad, avec un focus sur ces startups qui préparent ou qui incarnent déjà la prochaine révolution d'Internet à station F. Et puis on conclura Smart Tech avec notre séquence et demain. Et ce mini robot de compagnie, vous verrez, très attachant. Mais tout de suite, donc c'est le moment de l'interview, on va parler donc d'une messagerie professionnelle française. Dans Smart Tech aujourd'hui, je reçois l'éditeur d'une solution de messagerie complète pour les entreprises qui est une alternative à celle que proposent les GAFAM, et en l'occurrence, on peut le citer même Microsoft. Bonjour Pierre Baudraco. Bonjour Delphine. Vous êtes le président fondateur de Bluemind, donc éditeur de la solution éponyme. Et quand vous dites que vous offrez une réelle alternative open source et française à Exchange, Microsoft 365 ou Google, est-ce qu'on vous croit dans les grandes entreprises ? Alors oui, on nous croit parce qu'aujourd'hui, on a déjà plusieurs centaines de clients, donc il y a un fait au niveau du marché. Dans les très grandes entreprises, le changement est encore un peu compliqué. Donc on nous croit, mais passer à l'acte, faire une transition vers Bluemind par exemple, ça impose... Ça a pas mal de contraintes ou de prérequis, donc les gens ne le font pas encore. Mais la question se pose et on est sollicité par plusieurs grands groupes, grandes structures qui sont en train d'évaluer, en train de voir la faisabilité d'une migration totale ou partielle, puisque... Alors justement, expliquez-nous, parce que quel type de fonctionnalités vous proposez? Est-ce qu'on retrouve l'ensemble des fonctionnalités classiques de messagerie collaborative? Alors, oui, on retrouve exactement l'ensemble. Si on parle de messagerie collaborative, du coup, le périmètre, en gros, de faire très synthétique, oui, c'est la partie email, qui est l'outil, je rappelle, le plus utilisé en entreprise. C'est l'oxygène des communications. Toute la notion d'agenda, fixer les rendez-vous, créer ses réunions, ses conseils électoraux, c'est la partie carnet d'adresses, et tout ceci accessible en général pour les entreprises dans l'univers Microsoft via Outlook, via une interface web et aujourd'hui également beaucoup vers les mobiles. Oui. Ce domaine-là, qu'on appelle la messagerie collaborative, aujourd'hui s'étend avec d'autres fonctionnalités comme tout ce qui est les communications en temps réel, notamment le chat, la visio, des documents partagés de façon très simple. Et puis, on va étendre encore plus loin avec toute la partie métier qui va être la gestion de la connaissance, des documents, etc. dans l'entreprise. Tout ça, c'est un petit peu l'univers de 365. Nous, on traite la partie messagerie, donc avec un périmètre bien délimité. Et sur ce sujet, oui, on propose exactement toutes les mêmes fonctionnalités. On est même en avance sur certaines et sans doute un peu en retard sur d'autres, mais en tout cas, on présente toutes les fonctionnalités du niveau de ce que peut attendre une entreprise. Et alors, j'ai vu que vous précisiez que vous étiez compatible à Outlook. Ça veut dire quoi ? Si vous proposez une alternative, pourquoi avoir besoin d'être compatible? Ça veut dire beaucoup, parce que la messagerie aujourd'hui, c'est un domaine, tout le monde utilise une messagerie, il n'y a pas un poste en entreprise qui n'a pas, ou entreprise ou collectivité ou toute organisation, qui n'a pas de messagerie, c'est quasiment le premier outil que l'on donne. Et c'est un domaine du coup qui est régi par les habitudes des utilisateurs. La messagerie, il y a toute la partie serveur, en gros où sont stockés vos emails, toute la tuyauterie d'échange et de gestion. Et puis il y a l'interface d'accès pour les utilisateurs. L'interface d'accès, en entreprise la plus connue, c'est Microsoft Outlook, mais vous avez également l'interface web et il existe d'autres clients. Vu que c'est soumis à la satisfaction, au choix des utilisateurs, les utilisateurs connaissant pour beaucoup essentiellement que Outlook, ils veulent garder Outlook. Aujourd'hui, pour... Alors s'ils gardent Outlook, qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, comme service ? Tout à fait. Nous, on va remplacer toute la partie serveur, donc en gros tout le stockage, toute la gestion de vos emails, et on va permettre d'y accéder, soit via Outlook,
soit via Thunderbird, qui est un autre client de messagerie multiplateforme open source, soit avec une interface web moderne que l'on a développée, qui est aujourd'hui tout à fait à l'état de l'art de ce qui se fait, soit via les mobiles, ou soit via d'autres clients qu'on va rencontrer un petit peu moins souvent. Et là, la motivation, alors c'est quoi? C'est de dire je rapatrie mes données justement en France, je prends un acteur français, c'est une question de souveraineté? Il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, cette question de souveraineté prend de l'ampleur. On a gagné des très gros projets, même avec des ministères, par rapport à cet aspect-là. On veut maîtriser les données, on veut les héberger là où on veut et comment on veut savoir ce qui s'y passe. Donc pour ça, en fait, soit vous le mettez chez vous, soit vous prenez une solution sur laquelle vous pouvez avoir un audit et une traçabilité et vraiment voir ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Puisqu'en fait, dans les sujets souveraineté, lorsqu'on parle de cloud, il ne faut pas oublier la partie solution, qui est en gros là où il y a le plus de valeur, c'est ce que voient les utilisateurs. Faire de l'infra, c'est bien. Si on ne sait pas quoi y mettre et si les solutions que les gens veulent ne marchent pas sur vos infras, ça ne va pas. Donc oui, nous, on apporte tout ce côté serveur. Et la particularité par rapport à Outlook, c'est que Outlook est le client de messagerie de la suite de Microsoft, du serveur Microsoft, a un fonctionnement très très particulier, des protocoles et des standards, en gros, un langage à lui, quand il parle avec Microsoft. Et nous, la promesse qu'on arrive à faire, c'est qu'on a décodé tout ce langage, on est les seuls, à part Microsoft au monde, à l'avoir fait, c'est quelque chose de vraiment très 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 compliqué. Ce qui fait qu'un utilisateur, quand sa société ou son organisation a BlueMind, il peut y accéder depuis Outlook sans aucun changement de comportement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas en fait que derrière, c'est plus Exchange. Et donc, pour lui, c'est transparent. Et ça, par rapport à l'enjeu que je vous... Ça permet de donner un peu plus les coups des franches, peut-être aux responsables des systèmes d'information pour imposer une solution souveraine. Exactement. En fait, imposer, c'est très difficile. Imposer une solution pour laquelle vous n'avez pas l'adhésion des utilisateurs, en général, ça ne marche pas. Souvent, quand j'ai discuté, que ce soit avec l'ANSSI, qu'on avait reçu à l'Open Source Summit à Paris, ou avec d'autres, ils me disaient, mais oui, la souveraineté, c'est important, c'est clé. Et moi, la réponse systématique, c'était très bien, mais des 150 ou au nombre d'OIV que vous gérez, que vous avez, combien ne sont pas sous Microsoft? Ben, zéro. Pourquoi? Parce que le sujet satisfaction utilisateur prime par rapport au sujet souveraineté, parce que ça touche tout le monde. Voilà. Et donc, les gens veulent garder leurs habitudes, sinon ils n'arrivent plus à travailler, ils sont plus efficaces, ça râle, et du coup, le projet s'arrête. Ah oui, il faut quand même que l'outil soit pratique à utiliser. Exactement. Alors, donc là, vous combinez un peu les deux mondes, finalement, à la fois la satisfaction sur une utilisation classique et courante, et en même temps, un gage donc, de rapatrier les serveurs, les données en France. Est-ce que la partie open source, que c'est aussi un logiciel libre, apporte un gage de contrôle supplémentaire? Alors ça apporte un gage de transparence. Nous, on est très pragmatique par rapport à l'approche open source. Pour nous, c'est comme la science, c'est-à-dire on publie les recettes, on publie ce qui est fait. Aujourd'hui, le RGPD impose de connaître les traitements, tout ce qui est fait sur les données. Le fait d'avoir une solution open source est un gage par rapport à ça. Par rapport au respect, ben non, les traitements, on peut vraiment voir ce qui se passe. On peut étudier, on pourrait même contribuer. C'est pas l'objet du client standard. Lui, il veut utiliser, il a d'autres chats à fouetter, son activité. Mais c'est vraiment un gage lorsqu'on parle de solutions souveraines de bout en bout, typiquement, on en parle beaucoup au niveau de l'État, au niveau... des alternatives à 365 que l'État aimerait bien enfin aujourd'hui aider à faire émerger. C'est un critère positif par rapport à ça. Alors vous, votre chiffre d'affaires, j'avais noté qu'il était en croissance de 50% là, sur 2021. Oui, 2020 exactement. 2021, on n'a pas encore les chiffres. On a une croissance aussi, mais on n'a pas les chiffres. D'accord. Comment vous l'expliquez, ça ? On l'explique parce que ce domaine de la messagerie qui peut paraître relativement simple, oui, un mail c'est simple, tout le monde en parle. D'ailleurs, quand on fait des émissions sur le collaboratif, on ne parle jamais de la messagerie. Or, c'est de très 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 loin le premier... On aimerait tellement s'en débarrasser des mails, mais on n'y arrive pas. En fait, c'est impossible de s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que c'est le premier canal de communication externe, souvent interne, ça c'est peut-être un défaut, mais externe. Pour écrire un mail, il y a besoin de quoi ? D'une adresse email. Zéro autre question. Vous prenez n'importe quelle autre solution, il faut savoir où sont les serveurs, comment on s'y connecte, etc. C'est compliqué. La messagerie, qu'est-ce qu'il y a sur votre carte de visite ? Comment on a discuté pour organiser cette interview ? Tout ceci se fait par mail. Donc ça a des caractéristiques très fortes, ça a aussi des faiblesses, mais les faiblesses sont plutôt liées à un mauvais usage de la messagerie. C'est pas un endroit pour stocker les documents, c'est pas un endroit pour faire du chat, etc. Mais ça reste l'outil de très loin le plus utilisé. Alors, comment on a préparé cette interview ? D'abord, c'est parce que moi, je suis allée à Beboost à La Rochelle, un événement sur l'open source, et c'est comme ça que j'ai repéré votre solution. Et à l'époque, il me semble avoir noté que vous aviez refusé une levée de fonds ?
Alors, refuser, alors pas forcément, enfin oui, on n'était pas en quête de levée de fonds. Pourquoi? Moi j'ai déjà eu une première société, j'ai fait une levée de fonds. Bon, je me suis aperçu aussi que quand on rentrait dans le mécanisme levée de fonds, on mettait aussi une sorte d'échéancier avec à terme la cession ou en tout cas de la gestion de l'entreprise ou du management. Aujourd'hui, moi, le projet Blue Mind, on est assez ambitieux et je considère qu'on n'est pas du tout au bout de là où on pourrait amener la société. Donc, on a envie de pousser vraiment plus loin, sans avoir des gens qui essaient de nous réorienter ou de nous orienter différemment. On pense qu'on connaît suffisamment bien notre sujet. Et le marché aujourd'hui le prouve pour ça. Deuxièmement, c'est que moi je considère que 1 euro apporté par un client a beaucoup plus de valeur qu'1 euro apporté par une levée de fonds ou par un financement autre. Pourquoi? Parce que c'est le résultat en fait de toute votre stratégie, mais surtout de la mise en œuvre de la stratégie. Or, une idée c'est bien, mais une idée c'est facile, c'est pas cher. Quand on crée une boîte, le plus difficile c'est la mise en œuvre, c'est de concrétiser, d'aller jusqu'au client satisfait qui renouvelle, etc. Merci beaucoup Pierre Baudraco, donc président fondateur de Blue Mind, qui nous a prouvé, je crois, ce matin qu'il y avait des alternatives indépendantes et françaises en matière de solutions de messagerie. On enchaîne dans Smart Tech, on va parler dans notre talk du vote électronique. Alors, en 2022, les élections professionnelles vont être marquées par une généralisation du vote électronique. Ça devient la règle, notamment dans la fonction publique d'État, sans pour autant être obligatoire. Donc, on va s'intéresser à son mode de fonctionnement avec Emmanuel Gruat, qui est le directeur général de Voxali, activité de vote électronique de DocaPost. C'est la filiale numérique du groupe La Poste, numéro 1. Aujourd'hui, sur le marché du vote électronique et plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation d'élections. Également avec nous en visio, Thibaut Bordeaux, qui est fondateur et président de PeopleVox, une société de conseil, expert dans la consultation des salariés, des clients, d'usagers, de citoyens, et qui a déployé en mars 2019 sa première plateforme de vote qui permet donc à ses clients de réaliser des élections des représentants du personnel de manière dématérialisée. Alors, Emmanuel Gruat, puisque ça fait 15 ans que vous organisez des votes, que vous êtes le numéro 1 sur le vote électronique en France, quelle est la situation? Que pouvez-vous nous dire déjà de la situation du vote électronique ici? Alors, le vote électronique en France est vraiment en train de se généraliser. Il a commencé timidement dans les années 2000. Moi, j'ai créé Voxali en 2006. Et le démarrage réellement du vote électronique en France au niveau des élections professionnelles a eu lieu à partir du moment où le législateur a modifié les articles de loi et l'a autorisé. Et c'est donc à partir de 2007 qu'on commence vraiment à enclencher le vote électronique. Alors aujourd'hui, 2022. 2022, on peut dire que globalement, dans les grandes entreprises, il est généralisé à peu près 90%. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, plus on descend en nombre de salariés dans les entreprises, moins il est généralisé. Donc, j'irais dans les ETI, c'est à peu près un tiers des ETI qui sont passés au vote électronique. Et dans les entreprises encore plus petites, ça l'est, je dirais, de 20%, quoi. Mais globalement, dans les très grandes entreprises, il est généralisé. Et à partir du moment où une entreprise passe au vote électronique, il n'y a pas de retour arrière. Alors, on va donner la parole à Thibaut Bordeaux. Merci d'être connecté avec nous. Vous, le vote électronique, vous y êtes venu dans un second temps. Est-ce que c'était une demande de vos clients? Est-ce que c'était attendu? Ou alors, est-ce que c'était redouté finalement quand vous l'avez proposé? Oui, bonjour Delphine. Non, c'était attendu. C'était effectivement une vraie demande de la part d'un certain nombre de nos clients qu'on accompagnait sur des projets d'études, notamment sur notre activité historique de PeopleVox, et sur un vrai point de douleur qu'on avait identifié avec des DRH qu'on accompagnait dans l'organisation de leurs élections professionnelles. Mais un petit peu au-delà de tout ça, effectivement, pour bien comprendre effectivement le développement du vote électronique dans les entreprises et dans les institutions publiques, il y a deux facteurs déjà. Il y a le premier qui n'est pas un scoop, qui est le large processus de dématérialisation et de digitalisation dans les entreprises de leur processus d'entreprise.
Et puis, dans un autre sens, plutôt en parallèle, pardon, la transformation de la fonction RH également, qui s'est recentrée ces dernières années progressivement vers des missions qui sont beaucoup plus créatrices de valeur pour l'entreprise et pour les salariés, et de digitalisation, d'automatisation des fonctions un petit peu administratives et juridiques. Et les élections professionnelles fait partie effectivement de ce scope-là, où c'est globalement un préalable au dialogue social dans les entreprises, à la négociation d'accords, ou plus largement à la démocratie, à la vie démocratique dans les entreprises. Alors, je disais que les prochaines élections professionnelles, là, maintenant, cette année, donc, seront de manière généralisée par voie électronique. Quelles pourraient être les exceptions? Dans quel cas ce n'est pas possible ou adapté? Alors, effectivement, 2022, c'est une très grosse échéance puisque c'est l'année de renouvellement des instances représentatives du personnel dans toute la fonction publique. Contrairement aux entreprises qui ont des renouvellements, je dirais, lissés dans le temps, là, l'échéance, c'est 2022. Les dernières, c'était 2018. En 2018, effectivement, il y a eu quelques essais de vote électronique auprès de ministères et auprès notamment de différents hôpitaux. Là, on sait qu'en 2022, il y a une généralisation. La plupart des ministères vont passer au vote électronique. Et puis, alors on nous dit justement, sauf dérogation, qu'est-ce qui pourrait faire que certaines élections ne se tiennent pas par voie électronique à distance? Alors, d'abord, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il peut y avoir un scrutin à 100% vote électronique, mais il peut aussi y avoir des scrutins hybrides. Quand, je dirais, la population est peu habituée au monde de l'Internet, ou peu équipée, ou qu'il y a un peu de résistance, un climat social un peu tendu, effectivement, on peut passer au mixte et proposer du vote traditionnel et du vote électronique. Maintenant, je dirais, c'est souvent lié au climat social et à l'équipement de chaque électeur en moyen électronique, quoi. Alors ça, c'est un vrai sujet, la question de l'acceptabilité ou de l'acceptation, on va dire plus simplement d'ailleurs. Comment ça fonctionne aujourd'hui quand on installe le vote électronique dans une entreprise? Qu'est-ce que ça change typiquement en termes d'organisation? Alors, c'est en termes d'organisation, l'objectif effectivement d'utiliser ce type de système et de moyens de vote, c'est surtout dans des grandes organisations, c'est de réduire les coûts d'organisation de ces élections et la logistique de ces élections. Parce que quand on est dans une grande institution publique, effectivement, dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique ou dans des grandes entreprises, il y a une logistique physique papier qui est relativement importante, et une logistique de mise en place des bureaux de vote sur un nombre qui peut être relativement important de sites, qui est extrêmement important. Donc on réduit effectivement les coûts, on simplifie effectivement l'organisation pour nos clients, et on y apporte aussi des garanties sur la sécurisation effectivement de ces élections. Après, alors, cela dit, excusez-moi, parce que Emmanuel Gruat, ça pose quand même quelques défis, il faut les accompagner quand même, oui. Ces instances représentatives du personnel qui d'un seul coup vont se lancer dans un vote 100% électronique. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a le changement qui doit être accompagné au sein des entreprises et au sein des organisations. Donc effectivement, une fois qu'on a convaincu les directions des entreprises et notamment les ressources humaines, eh bien, il faut aussi apporter le dialogue auprès des instances représentatives, parce qu'il faut que ce soit accepté. Et c'est dans la construction et dans l'organisation du process électoral qu'on va acquérir l'adhésion des organisations syndicales. Eh bien, on va discuter avec eux sur les modalités de mise en place. Est-ce qu'on part sur du vote 100% électronique? Est-ce qu'on part sur du vote hybride, à la fois du vote à l'urne et du vote, par exemple, par correspondance? Parce qu'on est capable de mettre en œuvre les trois solutions, qui restent complexes à mettre en œuvre, mais c'est tout à fait possible. Et puis après, on discute avec eux. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de poste de travail qui leur permet
permettre d'accéder à Internet. On peut imaginer de mettre en place des bureaux de vote dans chaque établissement où chaque électeur pourra aller s'isoler et voter avec un PC. Donc on discute sur les modalités de mise en œuvre. Il faut vraiment être à leur écoute et construire avec eux un protocole électoral qui soit acceptable. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est quand même de la simplification. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. C'est de la simplification ou c'est une nouvelle complexité? Non, c'est de la simplification parce que, comme le disait Thibault, effectivement, on arrive avec des process qui sont établis. On a beaucoup d'expérience. Donc ça fait 15 ans qu'on fait du vote électronique. On a plusieurs milliers de clients. Et on arrive avec des process qui sont rodés, des process qui sont sûrs, et aussi des solutions techniques éprouvées, validées, expertisées, qui ne peuvent pas être mises en cause. Et donc, on apporte de la sécurité, à la fois de la sécurité au niveau de la direction des ressources humaines, mais aussi de la sécurité pour les organisations syndicales, parce que les élections qui sont mises en œuvre ne sont plus contestables. Alors, moi, je voulais aussi vous interroger sur la question de la participation, parce que on se dit, on imagine que finalement, on va avoir un taux de participation beaucoup plus élevé, puisque c'est plus simple, tout le monde peut voter de chez lui à distance. Pourtant, ce que j'ai noté, c'est que justement, dans la fonction publique, il y a eu 2 scrutins précédents, 2014-2018. Pour la première fois en 2018, on a vu passer la participation sous la barre des 50%. Et c'était au moment de l'expérimentation, justement, du vote électronique. Est-ce que vous voyez un rapport de cause à effet ? Il y a 2 choses. Déjà, c'est une nouvelle expérience de vote, beaucoup plus digitalisée. Donc, il y a effectivement cette question de l'acceptabilité de la part des électeurs de se saisir de ce type d'outils, voilà, et avec, comme le décrivait très justement Emmanuel, on est quand même face à un droit fondamental pour des salariés à pouvoir effectivement voter, et avec une nouvelle expérience de vote qui soit aussi en lien avec les exigences du droit électoral et de l'ensemble des préceptes, de secret, d'anonymat, du vote, de confidentialité, et surtout aussi de confiance. Après, en termes de participation, c'est relativement variable. En fait, le vote électronique, ça dépend tout simplement des structures. Nous, effectivement, sur les centaines de clients qu'on accompagne, on a des données en fait qui sont extrêmement variables. Effectivement, dans des sociétés qui sont assez digitalisées, qui sont assez éloignés aussi les salariés souvent des élections syndicales. Là, on constate grosso modo quand même des participations qui sont relativement importantes. Dans des secteurs d'activité où effectivement l'accès à des outils électroniques sont peut-être un petit peu plus faibles, c'est globalement effectivement variable en fonction aussi des conditions de réalisation de la campagne électorale, de la communication aussi qui est faite par la direction, par les ressources humaines, par les relations sociales de la tenue de ce type de scrutin. Donc c'est et d'une acceptation effectivement générale et que tout le monde soit embarqué. Il y a la question de la confiance, de l'acceptation, de la fracture numérique. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser un peu les équipes là, face à l'arrivée du vote électronique ? Ouais, la participation est un vrai sujet. L'expérience montre à travers toutes les élections que l'on a fait, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, qu'il y a avant tout, de plus en plus, et on le voit aussi au niveau des élections politiques, moins d'intérêt pour les élections de la part des électeurs. Et c'est ça qui enraye la participation. Et donc le vote électronique, ce n'est pas magique, ça ne change pas cette donne-là. Ça ne change pas cette donne-là. En revanche, ce qu'on constate, c'est que ça freine effectivement la baisse, ou ça stoppe la baisse. Mais les moyens que l'on utilise de communication, qui sont des moyens électroniques, par mail, par SMS, par les réseaux sociaux, permettent d'accélérer la communication, de faire des relances ciblées et extrêmement réactives, et c'est ça qui fait grimper le taux de participation. Et c'est notamment important pour les assemblées générales, où il y a des quorums à atteindre, et en faisant des relances ciblées, notamment sur les assemblées générales d'actionnaires, où on arrive à atteindre le quorum et valider l'assemblée générale. Donc c'est plus la communication qui est faite, l'accélération de la communication, qui va permettre de gagner des points de participation. Mais en tout cas, c'est l'intérêt que portent les électeurs à l'élection qui est le premier facteur de participation. Et on ne remplace pas un désintérêt de l'urne
par un moyen technique. Ça, c'est pas vrai. C'est bien de le rappeler. Bon, il y a un autre défi, c'est celui de la sécurité. De la confiance qu'on aura dans le résultat du scrutin, parce que à partir du moment où tout est électronique, il n'y a plus des gens qui comptent des enveloppes qu'on va surveiller avec nos propres yeux. Donc comment est-ce qu'on les rassure, Thibault Bordeaux, sur ce point-là ? Effectivement, c'est un grand défi du vote électronique et qui a grosso modo plutôt assez mauvaise presse parce qu'on juge le vote électronique avec des technologies qui sont passées ou globalement des aspects qui ont 10, 15 ans, etc. C'est vrai que moi j'aime bien dire effectivement que sans confiance et transparence, le vote n'a pas forcément de valeur. Et c'est pour ça que le vote dans un cadre physique, et notamment pour des élections que tout un chacun connaît, a une forte valeur en France, c'est parce qu'il y a de la transparence et il y a de la confiance. Et notre mission, effectivement, dans le cadre de la fourniture de solutions de vote électronique, c'est de digitaliser tout le processus, effectivement, électoral et toute cette logistique de vote en y apportant des mêmes garanties que dans le cadre physique. Et alors après, on peut dire... Et ça, c'est possible d'être complètement transparent sur la manière dont vont être dépouillés les scrutins quand on travaille par voie électronique ? Tout à fait. Il y a le monde de la recherche a apporté d'énormes progrès effectivement dans ce cadre-là, sur ce que l'on appelle un petit peu la notion de vérifiabilité dans le cadre du vote électronique, qui nous permet d'apporter des preuves cryptographiques. Alors c'est un petit peu complexe, on ne va pas forcément entrer dans ce détail-là, et mathématiques qui sont irréfutables sur la non-manipulation et la non-altération des bulletins de vote tout au long en fait, du parcours de vote, que ce soit quand un électeur va constituer son bulletin de vote sur notre plateforme, en passant par son envoi, son stockage, son dépouillement, et de lui apporter effectivement des preuves que nos bulletins de vote contiennent bien son expression de son vote, qu'il a bien été dans son décompte. Et une traçabilité en fait. C'est de la transparence, c'est de la confiance, c'est de la traçabilité, et tout sans jamais lever effectivement aussi l'anonymat et le secret du vote. Et aussi une des choses aussi qui est assez peu connue dans le monde du vote électronique, c'est que ce type de système doit être aussi ce qu'on appelle résistant à la coercition, c'est-à-dire à l'achat de vote. Et effectivement, ce sont des grands défis, et on a des chercheurs qui sont en France qui ont apporté effectivement d'énormes contributions dans ce cadre-là. Emmanuel Gruat, je vais vous faire réagir quand même sur ce point de la cybersécurité. Je voulais juste préciser, parce que quand on dit oui, on utilise des vieux logiciels et tout ça, c'était quand même en France, les Français de l'étranger n'ont pas pu voter par voie électronique en 2017 parce qu'il y a des menaces de cyberattaque. Donc c'est un point quand même très très important. Oui, c'est un point majeur, parce que c'est ça qui donne de la confiance. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que effectivement, il y a quelques prestataires de vote électronique en France, mais la sécurité et le vote électronique en France est cadré. Il y a la CNIL qui émet régulièrement des recommandations, et les dernières recommandations de la CNIL disent qu'en fonction de l'enjeu de l'élection, on va mettre en place 3 niveaux de sécurité différents. Le niveau 3 étant le plus élevé pour des élections à fort enjeu, et qui sont notamment le niveau requis, qui est notamment le niveau requis pour faire voter les Français de l'étranger aux législatives c'est des élections qui vont avoir... Donc là, en 2022. En 2022, donc là, dans quelques mois. Oui. Et là, effectivement, pour la première fois, ils vont voter par voie électronique. Mais... ces dispositifs mis en œuvre par les prestataires, en l'occurrence c'est Voxalito Capos qui fait les élections pour les Français de l'étranger, c'est surveillé par des experts indépendants, mais aussi par le ministère de l'Intérieur et aussi par l'ANSSI. Donc c'est extrêmement cadré, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui définissons le niveau de sécurité, on est audité pour voir si le niveau de sécurité que l'on met en œuvre est suffisant. S'il n'est pas suffisant, l'élection n'aura pas lieu par voie électronique. C'est ce qui s'est passé donc en 2017. C'est ce qui s'est passé en 2017. Et là, tous les feux sont au vert pour que, aujourd'hui, les tests grandeur nature ont été finalisés. J'y ai moi-même participé. Et écoutez, là, tous les feux sont au vert et
tout devrait bien se dérouler Espérons. pour les Français de l'étranger en 2022. Espérons. Alors, je voulais justement avoir aussi votre retour d'expérience, puisque vous avez organisé beaucoup d'élections par voie électronique. Alors, on ne va pas parler d'élections nationales, mais même au niveau des élections professionnelles. Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de tentatives de fraude? Est-ce que vous êtes obligé de faire des corrections? Est-ce qu'il y a comme ça des dysfonctionnements qui vous font dire que par le passé, ce n'était pas forcément beaucoup plus clair? Alors, Thibault, vous répondez? Bon, alors c'est intéressant de voir ce retour d'expérience. Aujourd'hui, ce qu'on a rappelé tout à l'heure tous les deux, c'est que le niveau de sécurité mis en œuvre est bien plus élevé que le niveau de sécurité que l'on a dans les élections traditionnelles et notamment les élections à l'urne. Il n'y a pas de falsification, il n'y a pas de falsification possible. En revanche, en matière d'élections, il y a toujours des perdants. Il y en a qui gagnent, mais il y a des perdants. Et selon le climat social et selon le contexte et selon l'enjeu, il y a des attaques. Il y a des attaques régulières et on est souvent dans les tribunaux. Très très souvent. On a l'habitude, mais jamais notre système n'a été mis en défaut parce que l'ensemble des mesures qui ont été prises ont apporté que le système fonctionne et surtout ont apporté des preuves dont parlait Thibault justement. Il est important que ce ne soit pas une boîte noire et que le système génère des preuves qui ne soient pas contestables. Donc, jusqu'à aujourd'hui, alors surtout, pas de correction. Le système, quand il est mis en œuvre, il est scellé, il devient inviolable, mais intouchable, immodifiable, à la fois sur les logiciels, mais aussi sur les données. Donc il n'y a pas de correction possible. On ne peut pas passer une régularisation comme sur un compte bancaire. Quand on a une application bancaire, on a fait une erreur. Il n'y a pas de modification possible. Et c'est là toute la difficulté de la mise en œuvre d'un système de vote électronique. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur le vote électronique, donc qui devient la règle dans les élections professionnelles et en particulier dans la fonction publique là cette année. Année donc importante pour le vote électronique. Merci à Thibault Bordeaux, fondateur président de PeopleVox, et Emmanuel Gruat, directeur général de Voxali, qui est l'activité de vote électronique de DocaPost, donc du groupe La Poste. Juste après la pause, on se retrouve, on va partir pour le Launchpad et regarder ces startups qui préparent l'Internet du futur. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et réfléchit à la nouvelle société numérique. C'est l'heure de notre rendez-vous. On va s'intéresser aux startups. C'est le rendez-vous Launchpad avec Marwan Elfites, responsable du programme startup de Station F. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur ces startups qui incarnent ou préparent, ça dépend de leur niveau de préparation, la prochaine révolution Internet à Station F. Ouais. Prochaine révolution, donc c'est ce qu'on appelle métavers ou Web3. Web3, terme assez large, qui regroupe beaucoup de choses. Et effectivement, samedi 22 janvier, on a eu un super événement qui s'est passé à Station F, un événement NFT, qui a regroupé la crème de l'écosystème NFT avec des personnes de Ledger, avec des personnes de Sandbox. Sandbox, c'est ce gros univers 3D qui repose sur la blockchain notamment. Vous pouvez acheter des terrains virtuels avec du vrai argent. Voilà. Donc en tout cas, c'est effectivement le Web3 va regrouper beaucoup de choses. NFT est l'un des sujets. Donc comment j'instaure de la propriété privée sur des assets digitaux, ce qui est assez curieux comme concept. Il y a des concepts fumeux. Il y a des concepts qui ont des vraies stratégies long terme, notamment dans le monde du jeu vidéo. Par exemple ? Parce qu'on appelle le play to earn, je joue pour gagner de l'argent. Et donc on a notamment Dogami, un nouveau jeu vidéo financé par Ubisoft et Xange, avec une levée de près de 6 millions, où je vais pouvoir élever des animaux virtuels à base de NFT et aussi pouvoir effectivement me faire de l'argent derrière. Et Axie Infinity, qui est la plus grosse startup de jeux vidéo NFT vietnamienne, où c'est une sorte de jeu de Pokémon où vous allez pouvoir élever des petits monstres et aussi les vendre. Donc ça, on voit vraiment les grosses tendances, en tout cas qui touchent le monde de on va dire les créateurs d'économie artistiques et jeux vidéo. Donc créateurs d'économie autour de la culture ou du divertissement. Divertissement et du monde de l'art, qui caractérise pas mal aujourd'hui l'usage des NFT comme on voit dans l'industrie. Alors NFT, c'est une des tendances du Web3. Ouais. Le Web3 étant assez large, effectivement, c'est une nouvelle façon de concevoir le Web. C'est la 3e saison du Web, si on peut la décrire ainsi, qui va introduire surtout une approche décentralisée qui repose essentiellement sur la blockchain. Le NFT est une forme d'illustration derrière, mais la blockchain, c'est une technologie qui permet finalement de stocker, de transmettre des informations de manière décentralisée. Et alors tous ces nouveaux sujets hyper tech,
évidemment, c'est plein d'opportunités pour les startups. Oui, plein de ruptures. Il y a plein de termes comme ce qu'on appelle le DeFi, la finance décentralisée. On va parler de DAO, une nouvelle forme de gouvernance en ligne avec des communautés en ligne décentralisées qui ne reposent pas sur un leadership centralisé. Pas mal d'infos autour de la constitution DAO en novembre 2021 avec un collectif qui a essayé d'acheter aux enchères la constitution américaine, l'un des exemplaires. Et puis on va avoir pas mal de choses sur la manière dont les applications sont développées. On va entendre des termes comme les dApps, les applications décentralisées. Comment j'arrive à... Decentralized Apps. Exactement, la vraie signification, et comment j'arrive à développer des applications connectées à l'aide de la blockchain. Et alors, si on doit regarder du côté donc, de Station F, qu'est-ce qu'on a comme exemple de start-up déjà positionnées? On va voir. Alors, je ne vais pas philosopher sur le terme de métaverse, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, sur ce qu'on appelle, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les facilitateurs de métaverse. Comment j'arrive à rendre des métaverses interopérables. Et donc, on va avoir des solutions, notamment Scénario 3D, qui est arrivé il y a quelques semaines, qui permet de créer, de partager des assets 3D. Vous allez prendre avec une application des photos d'un objet qui va pouvoir finalement prendre forme sous un objet 3D. Vous allez pouvoir ensuite l'insérer dans soit des jeux vidéo, soit d'autres mondes persistants. Donc on est vraiment dans cette notion de comment je constitue un bloc de métaverse. On va voir aussi ce terme de métaverse qui va influencer la roadmap de certaines startups. Kinetics, j'avais eu l'occasion d'en parler déjà ici, qui permet finalement à travers une vidéo de calquer les mouvements d'une personne et transformer en modèle 3D. Alors du coup, la team de Kinetics va pouvoir aujourd'hui créer une marketplace où vous allez pouvoir échanger sous forme de NFT des modèles 3D créés par des micro-créateurs. Donc on va déjà à l'influence de ces termes. Et du coup, le monde du Web3 va dépasser cette notion de métaverse. On parlait de dApps, on a Startup, qui est une application DevTools qui permet aux développeurs aujourd'hui de développer des applications, les connecter directement à la blockchain et en tirer du coup tous les avantages. NFT, côté NFT Côté NFT, par exemple, Kinetics, comme je le disais, qui du coup ne l'avait pas forcément dans sa feuille de route et ensuite va pouvoir l'intégrer. D'accord. Crypto-monnaie aussi? Crypto-monnaie, on va avoir différents usages. Bitstack, qui permet, là aussi arrivé il y a quelques semaines dans le Founders Programme, qui permet d'économiser simplement automatiquement en Bitcoin. Aujourd'hui, vous allez sur des plateformes d'exchange, vous allez sur des Coinbase, sur des Binance, vous allez devoir faire une opération. Là, vous allez pouvoir, par exemple, lors d'un achat, mettre l'arrondi directement en épargne Bitcoin. Super intelligent, ça. Alors, il y a un autre enjeu, c'est la gestion des identités quand on va être dans nos métavers. Oui, effectivement, comment j'arrive à porter sur moi une identité digitale et l'utiliser sur dans le cadre de différents usages. Gravity.earth, qui était passé il y a quelques années dans le Founders Programme de Station F, qui avait commencé sur un cas d'usage assez simple et particulier sur le cas des réfugiés. Vous êtes un réfugié dans un camp de réfugiés, la question de l'identité, notamment pour les jeunes, est très difficile à vérifier. Là, c'est un cas d'usage, vous allez pouvoir avoir une identité digitale que vous allez pouvoir transporter avec vous. Maintenant, les cas d'usage sont beaucoup plus larges, vous allez pouvoir aussi les utiliser pour le cas de se loguer, notamment dans une application en ligne. Très bien. Et les levées de fonds de l'année passée, on va dire, puisque là c'est un petit peu le début d'année, mais en 2021, sur ces sujets du Web3, elles ont été importantes? Colossales. Et c'est là où, effectivement, il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur l'impact long terme des NFT. C'est un des sujets, surtout l'usage dans le monde de l'art. Mais le Web3 au sens large, on voit les levées de fonds qui sont colossales. Un article de The Economist qui parle d'une levée de fonds x5 en 2021 par rapport à 2020. On parle de plusieurs milliards qui ont été levés. Donc c'est un vrai signe. Et on voit des fonds qui sont concentrés sur ces usages. Andreessen Horowitz, l'un des plus gros fonds de la planète, ne fait que parler aujourd'hui de Web3. Et donc ça veut dire que vous allez continuer à en parler à Station F, j'imagine. Il va y avoir d'autres événements. Et effectivement, d'autres événements et de plus en plus de startups. On a une trentaine qui sont dans cette thématique aujourd'hui sur tous les programmes. Un rendez-vous à nous donner? Le Paris Blockchain Week Summit qui a lieu le 13 et 14 avril prochain. Donc un gros événement là aussi si vous avez envie de réseauter avec l'ensemble de l'écosystème blockchain. Super, merci beaucoup Marwan El-Fites pour cet aperçu donc, des startups qui sont déjà positionnées sur le Web3. Marwan El-Fites, responsable du programme Startup de Station F et un régulier dans Smartech. Merci. À suivre, c'est notre séquence et demain on va découvrir un robot de compagnie mais vraiment très attachant. C'est notre Zoom quotidien maintenant sur une innovation avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter un tout nouveau robot qu'on pourrait même mettre sur son bureau. Bah oui, en tout cas, moi j'aimerais bien. Il s'appelle Helix. C'est un mini robot de compagnie qui a été conçu à Hong Kong par une start-up qui s'appelle Energize Lab. Et moi, je le verrais bien effectivement sur le bureau à côté de l'écran d'ordinateur. C'est un peu pour ça qu'il est pensé en fait. Il mesure un peu moins de 10 cm. Il a 2 petits bras qui bougent et en réalité, il est absolument immobile. Il ne se déplace pas, mais il est très
très actif. D'abord parce qu'il a 4 états émotionnels possibles. Il peut être plutôt neutre, puis il peut être joyeux, heureux, il peut être triste et aussi il peut être en colère. Alors on devine assez facilement ces états émotionnels parce qu'il a un petit écran LED qui affiche des expressions du visage pour, encore une fois, imiter les humains, mais de façon un petit peu plus adorable, il faut le dire quand même. Et donc, pour aller plus loin, il y a aussi un petit moteur qui lui permet de vibrer pour augmenter l'interaction avec nous. Et alors, comment il se met en colère ? Alors, il se met en colère, par exemple, si vous le laissez un peu de côté et que vous ne le calculez pas pendant trop longtemps, il peut se mettre à pleurer. Si vous tapez dans vos mains, il peut se mettre à danser. Et puis, il a une phobie, comme les humains. Lui, il a peur du vide, il a le vertige. Donc, si vous le soulevez un petit peu trop, il va se mettre à hurler. Et ça, c'est parce que j'imagine qu'il est équipé de plein de capteurs. Ben ouais, évidemment. Pour le vertige, par exemple, il y a un capteur infrarouge qui est positionné sur son socle et qui va détecter le vide. Et puis, il y a aussi d'autres capteurs, des capteurs sensoriels sur la tête, sur le dos et puis sur le ventre, qui permet de comprendre à ce petit robot quand vous lui faites des petites caresses ou des chatouilles ou quand vous le touchez tout simplement. Et puis, dans ce capteur infrarouge qui est dans le socle, ça permet une autre possibilité, c'est qu'il va interagir avec son environnement. Si vous posez un objet à côté de ce mini-robot, il va le détecter, ça va le rendre heureux, voilà, il aura un petit peu de compagnie. Si vous le retirez, là, il va être triste, ce sera à votre charge de le réconforter. Est-ce qu'il a d'autres fonctionnalités à part ce partage d'émotions ? Ouais, il a quelques fonctionnalités utiles, par exemple le chronomètre, le minuteur, le réveil, rien d'extraordinaire. Donc la start-up en fait a misé sur le côté ludique de ce robot. Il peut danser avec vous, il peut vous divertir. Ils vont même ajouter des petits accessoires, par exemple des petites manettes pour jouer grâce à l'écran qui est sur ce mini-robot, ou alors des petits accessoires pour tout simplement pour s'amuser et à déguiser comme une poupée ce mini-robot. Et puis surtout, il est aussi sociable avec nous qu'avec ses congénères. On peut mettre des robots héliques à la suite grâce au socle. En fait, c'est possible de les lier et là ils vont entrer en interaction. Si on en met 2 et qu'on les laisse vivre leur vie, ils vont discuter, se chamailler, s'amuser, danser ensemble. Et puis on peut créer son boys band, littéralement, en mettre des dizaines à la file, et là, ils vont pouvoir danser de façon complètement coordonnée. Donc c'est assez impressionnant et assez amusant à voir. Si on a du temps à perdre, peut-être à la pause déjeuner, je sais pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'il sera bientôt en vente ? Alors oui, normalement, la campagne crowdfunding a été terminée juste à la fin de l'année 2021. Et donc la société, la start-up Energize Lab, promet qu'ils seront disponibles à partir du mois d'avril, qui seront livrés à ce moment-là. Alors, si d'aventure, Delphine, ce robot vous a convaincu, j'en profite pour vous signaler que c'est mon anniversaire aujourd'hui et que j'ai encore de la place sur mon bureau. Très joyeux anniversaire, Cécilia. Et le mois d'avril, c'est le mien, donc je ne sais pas qui va s'offrir le robot. On en aura une chacune et on pourra les laisser interagir ensemble. En premier. Alors, donc, c'est un robot, juste pour être tout à fait concret, oui. Donc il est petit, on peut le poser un peu n'importe où, on peut l'emporter n'importe où, il a un câble ou comment ça fonctionne ? Il va pleurer, je vous le dis, si vous le déplacez. Il a un bouton on-off quand même, c'est important de le préciser, qui est juste sur son torse. On peut l'emporter, on le charge, l'autonomie n'est pas extraordinaire. D'accord. 1h30 pour l'instant. Il n'est pas super mobile. Non, pas super mobile, mais voilà, l'idée c'est de le laisser comme un robot de compagnie pour la journée, pour nous divertir quand on s'ennuie un peu. Super, mais c'est vrai qu'il semble très très attachant. Ouais. Bon. Et ben voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis en direct sur la chaîne Bismart le matin dès 11h et puis sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. Je vous donne rendez-vous demain. On sera aussi en direct à 11h sur la chaîne Bismart, mais ce sera notamment pour un grand débrief de l'actualité. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.